Ce dernier appel aux dons est urgent car il ne reste que 2 jours. Il ne reste que 2 petits jours pour votre mobilisation en faveur de TV Liberté. 48 heures pour réaliser vos dons par carte bancaire avant dimanche minuit et par chèque si celui-ci est daté au plus tard du 31 décembre 2023. 48 heures essentielles pour combler le retard accumulé. 48 heures en tout pour un véritable kit ou double. Vous êtes lassé des omissions, des mensonges, des manipulations? Vite! Aidez TVL. Bonjour à tous, pour le Zoom, aujourd'hui nous allons aller à la rencontre de Théodore Kaczynski. Bonjour Rémi Tel. Bonjour Alice Blaise. Alors vous avez publié aux éditions du Verbe Haut la traduction et votre présentation, Rémi Tel, de la société industrielle et son avenir, le manifeste de Théodore Kaczynski. Alors pour commencer peut-être, qui est Théodore Kaczynski? Il est connu comme terroriste. Et il a fait l'objet de la plus longue et de la plus coûteuse traque de la part des autorités fédérales américaines. C'est un homme qui, depuis sa cabane isolée dans le Montana, envoyait des colis piégés à des personnes qui l'accusaient de promouvoir la société industrielle. Il a été arrêté en 1996 et en 1995, un an avant son arrestation. Il exerce un chantage contre le New York Times et le Washington Post en exigeant finalement qu'il publie son texte en échange de la promesse de ne plus tuer. Théodore Kaczynski est mort en juin dernier. Et on s'est dit, avec mon éditeur, que c'était le moment, le temps ayant passé, de mettre en avant son œuvre, qui est une œuvre absolument considérable et essentielle pour comprendre notre temps. Et c'est ce que nous faisons avec cette réédition. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez considéré comme terroriste et vous le dites dès le départ dans votre livre et votre présentation. Vous faites une mise au point finalement. Théodore Kaczynski est mort et les crimes dont il s'est rendu coupable ont suffisamment éclipsé son œuvre. Laissons-les donc de côté un instant. Elle est très intéressante cette phrase parce que finalement ces crimes auront réduit à néant toute la portée politique et philosophique qu'il aurait pu avoir sans ceci. Oui, il y a un goût de gâchis dans l'action criminelle de Ted Kaczynski, parce qu'elle a clairement mis de côté le fond de sa pensée. Or, cette pensée était essentielle déjà à l'époque, et le temps ne fait qu'en renforcer d'une certaine façon la validité à l'époque du transhumanisme, du wokisme, de cette espèce d'ébullition sociale tous azimuts. Je ne suis pas sûr qu'il ait choisi la meilleure façon en fait, de promouvoir ses idées, d'autant qu'il était promis à une carrière brillante, puisqu'il était nommé professeur assistant de mathématiques à l'université de Berkeley. En 1967, il reçoit le prix de la meilleure thèse en mathématiques des États-Unis. Il aurait tout à fait pu exposer sa vision des choses dans un cadre plus classique universitaire, comme l'ont fait d'autres penseurs de la modernité tels que Jacques Ellul. Il a choisi une autre voie qui avait le mérite peut-être de la congruence totale avec les idées qu'il défendait, mais qui assurément a mis de côté son œuvre pendant bien trop de temps. Et effectivement, je crois qu'il est aujourd'hui nécessaire de surmonter la réticence spontanée qu'on peut tous avoir vis-à-vis de ce qu'il a fait pour s'intéresser à ce qu'il a dit et à ce qu'il a écrit. Alors justement, son œuvre, cette œuvre dont vous parlez, alors je ne l'ai pas dit, évidemment, vous pouvez tout de suite acheter le commentaire et la traduction de Rémi Tel sur la société industrielle et son avenir de Théodore Kaczynski sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Alors son œuvre, comme je viens de le dire, finalement... c'est aussi pour ça qu'il commet ces crimes, parce qu'il n'arrive pas à lui faire connaître et à faire connaître sa philosophie. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1995, il parvient à tordre le bras de la presse pour faire connaître au plus grand nombre son manifeste. Est-ce que finalement, ce n'est pas une fin en soi pour lui ? Ce qui est sûr, c'est qu'il était condamné d'une certaine façon à une forme d'invisibilisation, comme on le dit aujourd'hui, par les tenants, et notamment les tenants médiatiques de la société industrielle qu'il dénonce. Il s'est engagé dans cette voie criminelle à des fins commerciales, au sens noble du terme, de propagation idéologique,
je vous l'ai dit, je pense que c'était un échec. Mais de fait, comme il nous propose de revenir aux causes et pas simplement de s'intéresser aux conséquences, le contenu même de son ouvrage, qui ne fait pas d'ailleurs spécialement l'apologie de la violence, est explosif d'une certaine façon, puisqu'il s'attaque au cœur du problème. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai découvert ce texte, il y a un peu moins d'un an maintenant, j'ai été bouleversé parce que j'ai eu l'impression de trouver le principe actif et explicatif du monde moderne. Une source d'espérance aussi, puisque, au fond, ce que nous dit Kaczynski, c'est que la multiplicité des crises qu'on a sous les yeux, à nouveau qu'il s'agisse du multiculturalisme, du wokisme, du covidisme, du transhumanisme, etc., se ramène à un seul et même phénomène. Et donc, au fond, il n'y a pas 100 combats à mener, mais il y en a un seul. Et ça, c'est quand même plutôt soulageant quand on découvre son texte. Alors, vous le dites, Ted Kaczynski était un visionnaire, et finalement, rien de son analyse ne sera tombé à côté de la plaque. Vous dites même qu'il a réussi à prolonger la courbe, parce que finalement, c'est un écrit qui date quasiment de 50 ans. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu publier la version originale et originelle plutôt même de son texte. Quand il est parti en prison, il a fait des modifications, il a fait des ajouts, il y a beaucoup de lettres qui ont été envoyées qui complètent sa pensée. Mais l'intérêt, c'était de montrer justement à quel point ce texte était un texte prophétique et à quel point le temps avait validé son contenu. En gros, la thèse principale de Ted Kaczynski, c'est de dire qu'il y a une conciliation impossible entre le monde technologique et la liberté, que la société industrielle humilie l'homme et que pour parer aux conséquences négatives de cette humiliation et au désespoir, d'une certaine façon, qu'elle crée chez les êtres humains, elle doit contrôler de plus en plus étroitement la personne par la manipulation biologique, la manipulation psychologique et la manipulation génétique. Doit redoubler d'ingénierie sociale. Exactement, l'ingénierie sociale et l'ingénierie génétique. Ingénierie sociale par l'éducation, par exemple, le système éducatif. Évidemment, la propagande de masse, qui est un phénomène moderne en réalité, qu'on connaît à partir de la Première Guerre mondiale. Et sur l'ingénierie génétique, ça va des psychotropes qu'on administre à tour de bras aux gens qui vivent mal leurs relations au travail ou tout simplement qui ne peuvent plus exister de façon convenable dans ce monde hyper industrialisé, hyper urbanisé, de bouillonnement à nouveau permanent. Évidemment, et là on est plus sur la prospective, la manipulation génétique et l'adaptation de l'espèce humaine aux conditions intenables de vie que la société industrielle crée pour elle. Alors ce qui est assez amusant, si je puis dire, c'est qu'au moment du procès de Theodor Kaczynski, beaucoup lui ont conseillé finalement d'accepter de dire qu'il était fou pour minimiser sa peine. C'est quelque chose qu'il a toujours refusé. Oui, alors c'est le cas souvent des idéologues. Il y a d'autres cas que je ne mets évidemment pas sur le même plan d'un point de vue notamment de l'apport intellectuel, mais ça a été le combat de Breivik en Europe du Nord, où on lui a reproché d'être un cinglé complet. Et c'était un idéologue. Il avait publié son manifeste, citant des auteurs comme Renaud Camus, etc. Souvent, c'est une sorte de ligne rouge qu'on trouve chez des terroristes, avec donc un fond politique, en tout cas une revendication politique à leur action criminelle, qui est de dire « je ne suis pas fou, je l'ai fait au nom d'une cause que je souhaite servir ». Et je l'ai dit pour Kaczynski, je trouve, d'une assez mauvaise façon et d'une façon assez ratée en plus. Bien sûr. Oui, vous le dites, d'ailleurs, des victimes mal choisies, souvent d'ailleurs une cible ratée. Finalement, c'est pas là-dedans qu'il excelle très clairement. Non, c'est pas ce que retiendra l'histoire concernant son talent. Effectivement, et par chance d'ailleurs, la plupart des colis qu'il a envoyés n'ont pas explosé, ou ont explosé devant la mauvaise personne, ou ça a fait l'effet d'un pétard mouillé. La revendication idéologique, si elle était présente dans son esprit dès le départ, puisqu'il écrit un premier texte en 1971, arrive en fait aux autorités assez tardivement. Bref, c'était erratique, c'était assez raté. Et je ne crois pas que ça ait beaucoup contribué à la diffusion de sa pensée. Non. Bien sûr. Alors vous évoquez, vous utilisez un terme très intéressant, vous évoquez l'enfer industriel comme un clair-obscur. C'est très intéressant parce que finalement ça met un peu en avant cette fameuse libération par la technique
qui, à la fin, a servi l'homme. Oui, et en ça, d'ailleurs, Kaczynski est particulièrement honnête dans cet ouvrage. Il me semble que la première phrase de l'ouvrage, c'est de dire que la société industrielle a considérablement rallongé l'espérance de vie, mais elle soumet l'homme à des conditions intenables. Et il accorde beaucoup de concessions, en fait, à ce monde né de la Révolution. C'est un peu les animaux en captivité dans un zoo, ils vivent plus longtemps que dans la nature. Tout à fait. Et il nous montre en fait que l'équation n'est pas simple parce qu'il ne s'agit pas de retrouver la liberté tout en conservant les acquis de la modernité, la santé, une certaine sécurité physique. Il y a une sécurité existentielle à tout niveau psychologique, mais il y a une sécurité physique. Et il démontre bien que les leviers sur lesquels appuie la société industrielle sont des leviers extrêmement puissants, avec des effets d'entraînement aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé un précédent, il est très difficile de revenir en arrière. Et il est honnête aussi sur les solutions, puisqu'il ne se contente pas de commenter le problème, mais il tente d'y apporter des solutions, en expliquant que la disparition de la société industrielle, qu'il appelle donc de ses voeux, engendrera elle aussi des souffrances inouïes pour l'humanité, mais elle permettra à l'homme de retrouver sa liberté et de conserver aussi son humanité, sa nature profonde. Alors vous dites aussi qu'à l'heure où l'incohérence nous frappe presque partout quand on pose le regard, lui était très cohérent parce que justement il est parti vivre tout seul dans une petite maison dans le Montana. Oui, il y a une forme là pour le coup d'alignement complet qu'on peut lui reconnaître. C'est-à-dire qu'il n'était pas de ces penseurs bourgeois théorisant la fin du capitalisme ou la fin de la société industrielle depuis le café de Flore après avoir emprunté leur taxi. Il a choisi d'être en cohérence parfaite avec ses idées. Il vivait donc dans cette cabane dans la forêt du Montana, dans vraiment le froid le plus rude. Sans eau, sans électricité, sans déclaration d'impôt. Ça peut-être que certains trouveront ça plus agréable. Mais en tout cas, il avait fait le choix d'une cohérence parfaite entre ses idées et son œuvre. Et ça, évidemment, ça doit aussi nous interroger, pour le coup, et dans le bon sens du terme. Alors, quand on découvre cette œuvre, finalement, on se rend compte que pour lui, le progressisme, c'est ni plus ni moins une psychopathologie, autrement dit, une maladie mentale. Oui, en fait, ce que dit Kaczynski, c'est que la société industrielle humilie l'homme parce qu'elle le prive de tout contrôle sur sa vie. Et que ça crée, tout ça, un certain nombre de pathologies propres à la société industrielle, allant de la délinquance aux perversions sexuelles, la quête effrénée de plaisir, l'incapacité à se projeter, à se sentir accompli. Et Kaczynski nous dit, le symptôme ultime, finalement, des pathologies de la modernité, c'est le progressisme. Le progressisme qui naît donc du sentiment d'infériorité et qui va être surmonté par l'hyperconformisme, c'est-à-dire le fait de précéder même les attentes de la société industrielle et l'identification des progressistes à des groupes ayant une image de faiblesse. Et donc ce que nous propose Kaczynski comme vision du progressisme, c'est une vision qui n'est pas une vision idéologique, mais psychopathologique. À l'époque, peut-être que ça semblait un peu fort de café, d'une certaine façon, mais il avait d'ailleurs très bien identifié ce qu'était le progressisme dès les années 80-90, les mouvements de défense du droit des homosexuels, des minorités ethniques, du droit des femmes, etc., démontrant d'ailleurs que le progressiste est l'ultime rempart et l'idiot utile, d'une certaine façon, du système industriel, parce qu'il va tenter de ramener ces franges minoritaires de la société dans le jeu, d'une certaine façon, du système industriel. Et donc, il nous dit c'est une pathologie mentale et il faut la traiter comme telle. Je crois qu'à l'heure des traitements charcutage d'enfants pour dysphorie de genre ou autres curiosités qu'on a l'occasion souvent de commenter chez vous, progressisme maladie mentale en 2023, pourquoi pas? Alors, si on s'arrête sur ce que l'on nomme peut-être progrès, Théodore Kaczynski considère finalement que la société industrielle détruit l'homme et que par conséquent, l'homme doit détruire la société industrielle. Mais finalement, est-ce que le progrès n'est pas constitutif de l'humanité? Vous l'avez plus ou moins évoqué d'ailleurs avec cette fameuse loi de Gabor. Est-ce que c'est pas presque une forme d'asservissement d'ailleurs de l'humanité d'aller toujours plus loin dans le progrès? Alors, il y a quelque chose de très clair, c'est que ce qui distingue l'espèce humaine des autres espèces, enfin les hominidés en tout cas, c'est ce pouce opposable-là, et ce pouce opposable qui permet l'utilisation d'outils. Et donc, la technique est au fondement de la spécificité humaine. La question
et c'est celle que Kaczynski se pose, c'est de savoir à quel moment l'espèce humaine se réalise par la technique et à quel moment elle se détruit avec la technique. Et pour lui, il y a vraiment une césure à partir de la révolution industrielle et du moment où, comme il l'explique, la production dépend des efforts conjugués d'un très grand nombre d'hommes et de machines. Bernanos disait « La société des machines est elle-même une machine ». Kaczynski pourrait compléter « Dans cette machine, l'homme fait figure de rouage et pour que la machine fonctionne, il faut que le rouage soit parfaitement ajusté. Il ne peut pas y avoir de jeu et d'où la nécessité pour la société industrielle de contrôler l'homme par la manipulation biologique, psychologique et génétique. » Et donc moi je pense que, et je suis assez d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jeter la technique dans son ensemble, mais cette espèce de dépossession de l'homme, avec un petit h pour le coup, et de la communauté locale, de la technique au profit d'un système centralisé qui contrôle la production, la diffusion des techniques et qui continue à dialoguer avec elles. C'est par exemple aujourd'hui les émissions de données, les téléphones qu'on possède tous, qui continuent une sorte de dialogue silencieux avec ceux qui les ont créés. Et c'est ce que dénonce véritablement Kaczynski. Et je crois que c'est ce sur quoi en fait on doit concentrer aujourd'hui nos réflexions. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est vrai que si on lit Kaczynski, on comprend qu'il n'y a pas de tri possible en fait dans le rejet de cette société industrielle. Vous le dites d'ailleurs dans votre introduction, ça vaut aussi bien pour Neuralink, c'est-à-dire les implants neuronaux d'Elon Musk, mais ça vaut aussi pour les traitements contre le cancer, ça vaut également pour votre chauffe-eau si vous voulez prendre une douche pas congelée, etc. etc. Mais finalement, cette frontière, c'est cette question de décentralisation, de centralisation, c'est à qui sert cette technique? Exactement. Et il introduit une nuance dans la fin de son texte, justement, entre des techniques décentralisées et des techniques centralisées. Les techniques décentralisées sont produites à l'échelle de l'individu ou de la petite communauté. Et, nous dit-il, elles ont toujours existé et on n'a pas vraiment de traces de régression, d'ailleurs, dans l'histoire humaine. C'est par exemple le cas du forgeron dans sa petite cité. Et des techniques centralisées, donc là produites par le système, qui continuent à dialoguer avec lui d'une certaine façon. Il prend l'exemple des aqueducs fabriqués par Rome et qui ont cessé d'exister pendant quasiment 1000 ans après la chute de l'Empire romain. Donc il introduit quand même cette nuance qui est une forme de dépassement à cette idée que c'est tout ou rien en matière technique. Du reste, et là c'est mon point de vue personnel, je pense qu'il y a, dès lors qu'on définit des systèmes de pensée, et c'est le cas de Ted Kaczynski, puisqu'il fait du monde technique l'alpha et l'oméga de la réalité humaine, et je pense que pour 99%, il a raison, mais il y a tendance à vouloir trouver des explications et des solutions absolues et définitives. Or, nous vivons dans le clair-obscur, à nouveau. Est-ce que finalement... comment dire, on n'aurait pas l'impression que c'est une version appliquée à la technique de la question de la souveraineté? Parce que finalement, la centralisation, la décentralisation, c'est ça la souveraineté presque, j'allais dire, intégrale. Complètement. Et en fait, c'est un ouvrage qui traite de la souveraineté, ou plutôt de la dépossession de la souveraineté profonde de l'homme par le système industriel, parce qu'il n'exerce plus il n'a plus la moindre prise en fait sur sa vie pour deux raisons. Je vais rapidement sur ces deux raisons. D'une part, dans la société industrielle, ses besoins biologiques sont satisfaits au seul prix de l'obéissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous ne travaillez pas, par exemple, vous pouvez toucher une allocation qui vous permet de satisfaire vos besoins vitaux, même si c'est insuffisant, bien sûr, mais voilà. Et sur tous les autres aspects de la vie, la société industrielle décide, en fait, pour vous, y compris dans un cadre démocratique, puisque nous sommes dans des démocraties de masse où, même si vous votez, et quand bien même la démocratie serait fonctionnelle, à la fin des fins, votre voix ne pèse que pour 1/40 millionième du résultat final. Donc, il y a cette dépossession de souveraineté complète, de souveraineté profonde, comme dirait Laurent Ozon, qui avilit l'homme et d'une certaine façon condamne la société industrielle. Soit elle change l'homme et l'homme pourra supporter les conditions qu'elle produit pour lui, soit elle sera contrainte. Ce ne sera plus l'homme.
Et une société où l'homme ne sera plus l'homme, et certainement plus un homme libre en tout cas, soit elle sera dépassée en fait par les troubles qu'elle crée, et à ce moment-là, elle s'effondrera. Kaczynski pense que cette question en fait sera tranchée dans nous dit-il, les 50-100 prochaines années. Donc l'ouvrage a été écrit il y a 30-40 ans. Donc vous voyez que c'est là on commence à y venir. Est-ce que vous diriez, vous avez dit tout à l'heure, Théodore Kaczynski, c'était un idéologue. Est-ce que vous diriez que c'était un homme politique? Non. Non, assurément pas, parce qu'il ne croyait justement pas, et son action criminelle l'a montré d'une certaine façon, dans le règlement institutionnel des conflits humains. Or, la politique, c'est la gestion du conflit. Donc, il ne croyait pas à la société politique au sens de celle dans laquelle il vivait, héritée de la révolution américaine. Il évoque le cas, par exemple, des compromis sociaux sur l'enjeu technologique, le fait de se dire, ben voilà, on va se mettre d'accord au Congrès américain pour protéger la nature ou pour interdire telle ou telle pratique. Mais, nous dit-il, en fait, la logique technicienne est beaucoup plus puissante et elle finit par s'imposer à la démocratie. Et donc, lui perçoit la révolution comme étant le seul salut possible pour l'espèce humaine, et donc hors du cadre politique des élections. Pas de séduction, pas de compromis, quoi. Exactement. Alors évidemment, Rémi, le travail de Théodore Kaczynski et ses crimes pose évidemment la question de la violence politique. Alors dans ce cas présent, évidemment, on a constaté que ce n'était pas très efficace, puisque son manifeste est tombé finalement dans le néant et a été très peu connu. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la portée de la violence en politique? Faut-il l'écarter d'office? Mon propos d'introduction, qui se désolidarise en fait plutôt de l'action de Ted Kaczynski, n'est pas une condamnation de la violence légitime politique en soi. Il se trouve que toutes les grandes césures de l'histoire de France se sont réalisées par la violence, et parfois l'illégalité se transforme justement en légitimité. Mais dans le cas précis de Théodore Kaczynski, je crois que là ça a complètement desservi son œuvre. Et donc si la violence n'est peut-être pas à exclure d'office, en tout cas il est certain qu'elle n'est pas suffisante ou pas toujours utile à la promotion d'une idéologie et à l'atteinte de buts politiques. Alors Rémi, on va se quitter très bientôt. On va rappeler le nom de ce livre, La société industrielle et son avenir, disponible sur la boutique de TVL. Mais avant de se quitter, on va faire une petite annonce, une sorte de petit cadeau de Noël qui est déjà passé. Je crois que les téléspectateurs de TV Liberté vont vous voir de plus en plus souvent sur TV Liberté. Il paraît, puisque je serai parmi vous dès la rentrée, et j'en suis très fier et très heureux, parce que je connais la qualité du public de TV Liberté, la qualité du travail des équipes de TV Liberté. Et donc ce sera un grand honneur que de pouvoir y contribuer dès le mois de janvier. Et je remercie par avance les téléspectateurs pour l'accueil qu'ils me réserveront. Et à n'en pas douter, il sera chaleureux. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de partager cette émission, de commenter juste en bas et puis bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air. Ça améliore le référencement. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'année et puis je vous retrouverai pour vous présenter mes meilleurs vœux dans quelques jours. À très bientôt et surtout, portez-vous bien.